Alors, je vais vous parler de compagnons artificiels, parce que je pense que l'intelligence artificielle, dans 50 ans, elle sera tout le temps avec nous. Tout le temps avec nous, c'est-à-dire dans nos quotidiens. Alors d'abord, on va parler d'un mot qui est le mot intelligence artificielle. IA. Tout le monde sait ce que ça veut dire? Informatique avancée. C'est du logiciel. Ce n'est que du logiciel. C'est les meilleurs algos d'aujourd'hui qui représentent l'intelligence artificielle. C'est aussi intelligence artificielle, peut-être une mauvaise traduction de artificial intelligence, qui est en américain, qui nous signifie que c'est peut-être pas le mot intelligence comme on le connaît nous en France. C'est la gestion artificielle des connaissances. Très difficile de comparer l'homme et la machine. C'est du logiciel. C'est toujours été l'objectif de l'informatique, de faire de l'intelligence calculatoire, rechercher des mots dans des phrases, identifier les bons sites web, etc. Et puis, évidemment, puisque c'est du logiciel, je vais vous parler pendant 40 minutes de logiciel. Allez, c'est parti. D'abord, on va parler de compagnons. Ici, je montre Dr Watson. Dr Watson, c'est un humain qui a des compétences de docteur, il a des compétences de chimie, et va accompagner l'inspecteur dans ses enquêtes. Ici, R2D2, C3P0, c'est du cinéma, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Il va accompagner Luke Skywalker dans ses péripéties. C'est très intéressant, le cinéma a vraiment devancé nos idées. D'abord la littérature avec Asimov et les écrivains des années 70, et puis le cinéma a tout de suite engendré des tonnes de films plutôt anxiogènes en général, et très très loin d'une réalité d'aujourd'hui, et même celle de 2050. Donc R2D2, C3P0, le grand dadel à C3P0, il connaît 1 milliard de langages, et ils n'ont pas été capables d'ajouter un petit module de synthèse vocale dans le petit pour qu'il puisse parler avec nous. Alors je vous rassure, l'IA du futur, elle parlera avec nous, c'est bien l'objectif même des chatbots d'aujourd'hui. J'ai commencé avec une thèse il y a 20 ans, et l'objectif c'était de faire un compagnon pour ces opérateurs humains qui regardaient l'infrastructure routière et qui regardaient comment se déplaçaient les véhicules au sein d'un carrefour routier. Le carrefour s'appelait Carrefour Intelligent, il y avait 8 caméras vidéo, on identifiait où les véhicules passaient, et puis on reconstituait le trafic avec 2-3 secondes de retard. On pilotait les plans de feu et on essayait de fluidifier le trafic. Ça s'adaptait aux vacances, c'est moi qui fais ce bout-là. Ça s'adaptait aux vacances, ça s'adaptait... C'est bon? Là, on m'entend plus. Si, c'est bon? Allez, on y va. Donc, c'était il y a 20 ans, et il y a 20 ans, on identifiait justement les incidents et les accidents. Quand ma machine détectait un problème, donc différent de la normalité, hop, c'était envoyé un opérateur humain, et l'opérateur humain prenait la décision. Un accident, on envoie les pompiers. Un incident, quelqu'un de mal stationné, on envoie la DDE. Ça permet aux pompiers d'arriver très très vite sur site. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur toutes les autoroutes qui rentrent dans les villes. Ça, c'était il y a 20 ans. Et puis vous avez le compagnon, celui que vous avez tous dans votre poche, je l'ai aussi, hein, je ne me quitte pas, c'est le fameux téléphone portable. Il est connecté, il est déplaçable, c'est un super ordinateur, c'est bourré d'informatique avancée, et évidemment vous avez un certain nombre de logiciels. Alors le premier c'est le GPS, vous êtes sûrement venu avec un GPS ce matin, ou plutôt cet après-midi. GPS qui vous a guidé, le compagnon qui vous guide pour aller d'un point A à un point B. Et puis il y a le GPS++. Il y a des noms là, GPS++. Waze. Waze racheté par Google. On va parler aussi de ces GAFA, les Google. Donc eux, ils rachètent tout. Hein. Donc quand je dis racheté par, vous dites Google, ça ira très bien. GPS++, c'est Waze. C'est nous ensemble, notre intelligence collective, notre positionnement sur la route qui nous permet d'identifier là où il y a les radars. C'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, on branche son téléphone avant de mettre sa ceinture de sécurité. Donc voilà, pour détecter les radars, pour savoir ce qu'il y a comme problème et surtout retrouver les bouchons. Et le système va recalculer en temps réel, en continu, les chemins les plus courts pour aller d'un point A à un point B. Mais il y a d'autres choses sur ce smartphone. Il y a la possibilité de communiquer. Alors on a bien rigolé au début, et puis maintenant, c'est quand même des logiciels hein, comme Siri, Cortana, OK Google. Pas que je crie trop fort, il y en a plein qui vont se déclencher. OK Google, pour lui demander des informations diverses et variées. Une requête sur 5 sur cette planète est faite de manière vocale. En Inde, les enfants, hein, ceux qui ont 18 ou 12 ans, là, vous les voyez tous en train de faire leurs requêtes de manière vocale, et ça va devenir de plus en plus courant. En plus, on peut y ajouter Google Home, Alexa, etc., etc. Plein d'agents conversationnels avec lesquels on va pouvoir partager nos vies.
Tout ça, c'est des accès simples à la technologie. Tout le monde sait utiliser un téléphone portable. En moins de 10 ans, tout le monde l'a adopté. Donc c'est sûr que l'IA, on va l'adopter aussi vite. Alors, c'est une extension de soi, parce que quand on le perd, on perd tout. Ça m'est arrivé de perdre un téléphone portable. J'étais en déplacement, et je me suis aperçu que j'avais pas le nom de mon client, je savais pas où c'était. On a tout mis là-dessus, et on n'a même plus l'habitude de sauvegarder les informations, en tout cas pas sous forme papier. Ces assistants ont transformé nos vies. Je sais pas, qui connaît plus de 10 numéros de téléphone? Il y en a qui connaissent plus de 10 numéros de téléphone? Osez, vous êtes rares maintenant, c'est exceptionnel, c'est très bien, c'est très très bien. 1,75, c'est la moyenne en France. Un numéro 75. Le sien, et c'est tout. Vous voyez, c'est quand même assez limité, quoi. Vous voulez être romantique? Apprenez au moins le numéro de téléphone de votre conjoint. C'est le mine, c'est vraiment le mine. Alors, tous ces assistants, d'effet, ont simplifié les choses. Et d'où ils viennent? Ils viennent de plusieurs technologies qui ont émergé ces 10 dernières années. Il y a la loi de Moore, tout le monde la connaît, tous les 18 mois, la puissance globale de ces planètes, on calcule, double, tous les 18 mois. Vous ne doublez pas d'intelligence tous les 18 mois. Vous ne doublez pas vos connaissances tous les 18 mois. Alors vous êtes juste linéaire, c'est-à-dire nous les humains, on est très linéaires. La machine, elle double. Alors c'est vrai que ça fait un peu fantasmer beaucoup de gens en se disant « Ouais, c'est de grosse puissance, on va faire plus de calculs. » Oui, on va faire plus de calculs, c'est pas pour ça qu'on est plus intelligent. C'est juste une petite remarque entre parenthèses. Mais c'est pas fini. Ça, c'est la première chose, la puissance calcul. La deuxième chose, c'est le big data. Les grosses bases de données. Big. Le big data va alimenter sûrement une sorte de big brother en soi. Donc ces big data, vous les connaissez, ils sont au fond de vos ordinateurs dans votre entreprise, chez vous aussi. Et puis on en a un certain nombre, ceux qui sont à la colonne de droite, qui sont très intéressants parce qu'ils modélisent un peu votre vie. À chaque fois que vous déposez une photo sur un site comme Google Photos ou iPhoto, tu vois que vous avez une photo avec votre appareil photo, le système ne va pas stocker que la photo, il va stocker le contenu de la photo. On va avoir des intelligences artificielles qui vont analyser la photo. Il y a quelqu'un qui est en train de souffler des bougies, qui se trouve sur un gâteau au chocolat, et vous pouvez faire la requête, trouve-moi toutes les photos où il y a un gâteau au chocolat. Donc ça a été indexé, tout ça, ça a été stocké. On ne stocke plus que pas seulement le fichier, mais le contenu du fichier. Ça marche pour les photos, ça marche pour les vidéos, ça marche pour le son. Ça permet de faire des super albums photos. Ils vous proposent des albums tout faits. Alors, toutes ces informations, que ce soit gestion du temps, de l'espace, les achats, multimédia, tout ça, c'est récupéré par le GAFA. Alors, le GAFA, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et puis, bon, ça a été inventé par IBM, le mot GAFA, alors il ne s'est pas mis dedans. Mais il y en a deux autres qui sont arrivés juste après, c'est Microsoft et IBM, ils ont récupéré beaucoup de data. Et puis on va continuer parce qu'il y en a d'autres. Il y a le Twitter qui récupère beaucoup de data, Intel et Salesforce. On parlera de Salesforce après. Mais c'est pas terminé, il reste de la place là. C'est pour les fameuses entreprises chinoises, qu'on connaît beaucoup moins. Donc on les appelle les BATX. Baidu, c'est 1,5 requêtes de plus que Google. C'est-à-dire que là où Google fait 100 requêtes, il y en a 150 chez Baidu. Juste pour vous positionner un petit peu la taille de cette boîte. Alibaba, vous connaissez peut-être Alibaba? Alibaba, c'est à la fois du perso, comme Amazon, mais en plus du pro. Alibaba, il est arrivé l'année dernière, Amazon a fait quand même un bon chiffre d'affaires lors du Black Friday. Alors ça marche pas trop en France, mais ça marche globalement sur cette planète. 17 milliards en une journée. C'est pas mal comme chiffre d'affaires. Alibaba a fait 27 milliards. C'est lors du journée du célibat, ça va bientôt arriver dans 15 jours. Vous avez Tencent, c'est la même chose que Facebook, mais en plus gros, et puis ils ont tout un système de paiement électronique. Vous allez en Chine, maintenant vous payez, vous avez votre WeChat c'est l'équivalent de WhatsApp, et vous pouvez payer les gens dans la rue, ils ont tous des QR codes, et vous pouvez échanger de l'argent avec eux. Et puis Xiaomi qui est tout simplement, ça va débarquer, c'est l'équivalent d'Apple. Alors tout ça, ça nous montre quoi? Voilà les 20 premières entreprises du monde sur Internet. Vous remarquez quelque chose? C'est bicolore. Il manque une couleur. Il manque l'Europe. Il manque nous. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se réveille. Alors où est-ce qu'on est? On n'est pas dans les 20 premiers, on se trouve dans quelle position? Premier, c'est SAP, en 35e position. Donc il va falloir vraiment qu'on se réveille et vite. On peut le faire? Bien sûr qu'on peut le faire. Les chercheurs en intelligence artificielle, les entrepreneurs, les étudiants en informatique, ils partent tous aux États-Unis. Vous avez la plupart des directeurs d'intelligence artificielle dans les grosses boîtes de la Silicon Valley sont des Français. Il y a des équipes là-bas où on ne parle que français. Non mais c'est impressionnant. Donc il faut juste empêcher cette hémorragie, les garder avec nous, et puis créer des boîtes aussi grosses.
On peut le faire, il n'y a aucun problème. Alors, tout ça pour dire aussi que les data, il y en a beaucoup. On double la masse de data sur cette planète tous les 2 ans. Personne ne peut s'y retrouver dans autant de data. Alors ça tombe bien, il va y avoir des programmes, des super programmes, qui vont permettre de nous guider, un peu comme le GPS, à l'intérieur de ces datas et aller chercher de l'information. Vous les connaissez, c'est des moteurs de recherche, et ce sont tous des intelligences artificielles. En plus, cerise sur le gâteau, en 20 ans d'avancée technologique, on a aussi simplifié l'accès à la technologie. Tout le monde arrive à utiliser un téléphone portable aujourd'hui. Alors, le monde du jeu a beaucoup illustré les 8 dernières années. D'abord, Jeopardy. Il y a eu le jeu d'échecs, c'était en 97, puis il y a eu Jeopardy. Vous connaissez le mot de Jeopardy? Tout le monde connaît ce jeu-là? C'est un jeu où on vous donne la réponse, vous devez construire la question. On essaye? Yannick Noah. Qui a gagné Roland Garros en 83? Qui chante Saga Africa? Vous voyez, c'est pas le même niveau, mais on est d'accord que c'est aussi une réponse. On essaye Alan Turing? Qui a inventé l'IA? Qui a fait un programme pour résoudre c'est-à-dire la machine de cryptage allemande Enigma? Qui a inventé le test de Turing? Turing. Donc c'est un test qui permet de voir si une machine est intelligente ou pas. Donc là, on alimente Watson. Watson, c'est des librairies IBM. On construit un programme avec ça. Et on utilise un algorithme de protège profond, un algorithme connexionniste. Ça fait 50 ans qu'on fait du connexionnisme. Mais celui-là, il est un peu plus puissant que les autres. On lui alimente avec 200 millions de pages, un traitement du langage naturel, et on joue contre les champions du monde. Les champions du monde vont se faire battre. Donc, il y a les scores qui sont là. Alors le champion du monde qui est à gauche, là, il a fait un TEDx. Écoutez bien ce qu'il raconte dans son TEDx. Il est au milieu de son TEDx. Il est chez IBM, il a écrit Watson, il y a le drapeau Watson. Il prend conscience qu'il va se faire battre par la machine. Écoutez bien ce qu'il raconte. Handily. And I remember standing there behind that podium as I could hear that little insectoid thumb clicking. It had a robot thumb that was clicking on the buzzer, and you could hear that little tick, 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 tick. And I remember thinking, this is it. I felt obsolete. I felt like a Detroit factory worker of the 80s seeing a robot that could now do his job on the assembly line. I felt like quiz show contestant was now the first job that had become obsolete under this new regime of thinking computers. Alors, je vous invite à voir la suite, bien sûr. C'est un très bon TEDx où il montre comment il a passé le cap de se faire battre à Jeopardy. Il y a toujours des Jeopardy qui existent, mais la machine n'a pas le droit de jouer. Oui, parce que la machine, elle gagne à tous les coups maintenant. Alors la machine, c'est Watson. Alors Watson, vous voyez, déjà en 2014, il est 500 fois plus puissant qu'en 2011. On a bien amélioré les choses, on l'a alimenté encore avec plus de data, et on a encore mieux trié les data. Donc ça marche bien. Mais Watson, on l'a appliqué à d'autres domaines. Par exemple, pour faire des analyses de radio, pour détecter des cancers. Aujourd'hui, Watson est capable, pour certains cancers, de diagnostiquer le cancer avec 3 mois d'avance sur un humain. Donc ça vaut peut-être le coup de réfléchir, est-ce qu'on passe par un radiologue ou par une machine? Bon, c'est une question qu'on ne se posera pas dans 10 ans. Là, on est en train de se projeter sur 2050, alors imaginez bien que tout ça, ça va être dans nos vies dans quelques années. Les avocats, là, on récupère la jurisprudence sur le territoire américain, on remet toute la jurisprudence, toutes les plaidoiries, et l'avocat est là, il dit « Ah, voilà mon dossier », donc il explique à la machine ce qu'il a comme dossier, et le système va chercher avec des mesures de similitude tous les dossiers équivalents, avec 97% de réussite. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que là, on a un outil qui ne va pas remplacer l'avocat, mais qui va aider fortement l'avocat à faire l'analyse des données en amont. Et puis, on a aussi utilisé Watson Chef qui nous permet de construire des recettes de cuisine. Vous pouvez tous l'utiliser dès ce soir. Vous mettez tout ce que vous avez dans le frigo et puis vous commencez à demander à la machine de créer des cocktails et des plats. Donc là, on a demandé à la machine de nous créer une sauce Bengali butter sauce. Donc vous voyez, il y a quand même 18 ingrédients. On n'est pas tous capables de faire ça tous les soirs, ou alors vous n'avez pas beaucoup de travail, mais vous avez beaucoup de boulot, 18 ingrédients qu'il faut récupérer, vous commencez par suer doucement la courge, bon, je ne vais pas vous faire toute la recette, ou alors vous pouvez tout simplement l'acheter. IBM vend de la sauce. Là, c'est le logo Watson, le truc, là, vous voyez. IBM, je ne l'ai pas dit, c'est pas un vendeur de sauce normalement, ils vendent du logiciel, ils vendent des solutions au logiciel. Le PDG d'IBM nous a annoncé que pour 2020, 75% de son chiffre d'affaires, ça serait l'intelligence artificielle. Il mise tout dessus. Bon, très bien.
qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe qu'en mars 2016, DeepMind, une petite société qui a été sponsorisée par Google, encore une fois, va gagner contre le champion du monde de jeu de Go. Il a commencé par gagner contre Fanui, qui est le champion européen, et puis ensuite, 4 parties contre 5. En mars 2016, Lee Sedol va se faire battre par AlphaGo. Pour ça, 2 algos. Premier, 150 000 exemples. Donc là, il a appris à jouer comme un humain. Et puis un deuxième algo où la machine va jouer contre elle-même. Pendant toute la nuit, il va jouer contre elle, va faire plusieurs centaines de millions de parties. Et à partir de là, il va commencer à apprendre une nouvelle façon de jouer au Go. Alors, il n'y a pas 10 000 façons de jouer au Go. Mais disons que le nombre de combinaisons pour le Go est énorme, vraiment gigantesque. Et l'humain utilise qu'une partie de ces combinaisons-là depuis 3000 ans. La machine, elle a été voir un petit peu ailleurs, elle dit tiens, j'essaye ce truc-là, ça marche, ah bah tiens, je pourrais le refaire jouer contre l'humain. Résultat, partie 2, coup 37, ce n'est pas un mouvement humain, je n'ai jamais vu un homme jouer ce geste-là, c'est tellement beau, c'est Fanui, champion d'Europe de Go, qui viendra demain à Grenoble, qui nous le dit. Alors, on s'est dit, bah oui, on va continuer à jouer, et en mai 2017, AlphaGo a gagné contre le nouveau champion du monde de Go. C'est terminé, l'humain ne va plus gagner contre la machine au Go. Alors pour vraiment enfoncer le clou, en octobre, en octobre 2017, il y a des gens qui se sont dit « Et si je supprimais les exemples ? Si on supprime les 150 000 parties, est-ce que la machine pourrait apprendre toute seule, juste avec les règles du Go, et juste avec l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'elle va jouer contre elle-même ?» Donc vous voyez, en 3 jours, elle a fait 4,9 millions de parties, c'est rapide les machines, en autodidacte, elle jouait contre elle-même, et résultat, elle a gagné contre les versions précédentes d'AlphaGo, donc AlphaGo 0 pour 0 exemple, 100 à 0. Bon, on est content de se faire battre au Go, content de se faire battre aux échecs. C'est bien, la machine est puissante. Mais est-ce qu'elle est capable d'être aussi en concurrence avec nous dans la vie ? Parce que ça, c'est facile. C'est des ensembles finis, on travaille sur les cas qui existent, la machine est super efficace. Et la vie, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Donc la question, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est l'IA ? C'est assez vague, l'IA. Encore une fois, c'est de l'informatique avancée. Ça change de définition au cours du temps. L'IA de 2050 n'aura rien à voir avec l'IA d'aujourd'hui. C'est sûr et certain. Par contre, on peut très bien utiliser ces IA pour 2050. Donc là, ici, on va voir des exemples de traitement intelligent. Reconnaître quelqu'un, une photo par exemple, reconnaître un visage. On va avoir proposer par exemple recommandation pour un film. Netflix est là pour ça. Très bon moteur qui vous permet de recommander un film en fonction des autres profils et du vôtre et de ce que vous aimez. Analyser, générer, là on peut analyser des mails, Smart Reply le permet, ou alors une petite société comme JIDES qui va analyser vos mails pour commencer à faire de la planification et organiser vos agendas. On peut générer des commentaires, on peut dialoguer, par exemple se faire rembourser un billet de train aujourd'hui, vous avez des chatbots qui vont permettre de communiquer avec la SNCF. Ce qui n'est pas facile, parce que si vous essayez de les joindre par téléphone, c'est pas possible. Le site web, il est trop compliqué, donc on est très content d'avoir un chatbot pour aller communiquer avec la SNCF, surtout en juin dernier. Traitement intelligent. 2 types de traitements intelligents. J'ai découpé en 2. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'IA. On a inventé plein de choses, des algos génétiques, des systèmes par renforcement, des systèmes experts. Il y en a dans tous les sens. Donc là, je vous dis, allez, on prend 2 parties. Celle qui part d'exemples, ce qu'on appelle l'apprentissage automatisé, et celles qui sont les expertises numérisées. Apprentissage automatisé, c'est-à-dire que je vais fournir à la machine énormément d'exemples. Expertise numérisée, je vais donner des règles de comportement pour imiter le fonctionnement humain. Allons-y, apprentissage automatisé. Vous voyez quoi là ? Un éléphant. Pour ceux qui aiment Matt Grit, ils diraient que c'est une photo où il y a un éléphant. Mais vous voyez, on en est là. Donc comment vous savez reconnaître un éléphant ? Moi je suis à Grenoble depuis 5 ans, j'ai pas vu beaucoup d'éléphants. C'est pas quelque chose d'évident. On dit il y a une trompe. Si je masque la trompe, on reconnaît encore l'éléphant. Voilà, je vous montre. Oui, regardez. Je masque la trompe, on reconnaît quand même l'éléphant. Donc c'est pas la trompe qui permet de voir qu'il y a un éléphant. Non, ce qui nous permet de voir un éléphant, c'est un ensemble. Mais c'est pas facile de faire un programme qui permettrait de savoir si c'est un éléphant. Alors on va lui simplifier le boulot au programme. On va lui dire, voilà, je te propose 4 choix. Est-ce que c'est une cuillère ? Est-ce que c'est une vache ? Est-ce que c'est un éléphant ? Ou est-ce que c'est un cheval ? Je lui fixe le nombre de possibilités. Et il me dit, probablement que c'est un éléphant. Non, vous, je ne vous ai pas demandé, est-ce que c'est une cuillère ? Non, je vous ai demandé, qu'est-ce qu'il y a à la photo ? Vous êtes capable de choisir parmi un nombre de données immense que c'était un éléphant. Le programme pour faire cet algo de reconnaissance, c'est construit à base de réseaux de neurones. Rien à voir avec des neurones humains. Rien à voir. C'est un graphe probabiliste avec juste des pourcentages sur les arcs, entre des nœuds. On ne rentre pas dans le détail, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que cet algo, personne ne sait le programmer. Donc on a eu une idée de faire un programme qui construit le programme.
Alors, comment on va faire pour faire ça? On va commencer par lui donner des exemples d'éléphants. Alors on va choisir des belles photos, des photos où tout le monde reconnaît un éléphant, on va éviter que ça soit flou, voyez ça. Alors je ne mets pas toutes les photos, il en faudrait au moins 10 000, hein. Il faut beaucoup de data dans cette histoire. Et à partir de cette data-là, je vais commencer à lui dire, la machine, essaye de me trouver les points communs entre tous ces éléphants de façon à reconnaître n'importe quelle nouvelle photo d'éléphant. Alors il faut choisir vraiment des bonnes photos, pertinentes, bien choisies. Par exemple l'éléphant rose là, on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter parce que c'est rare les éléphants roses, c'est très rare. Et la machine, elle est statistique, c'est-à-dire qu'elle va vous donner, voilà probablement que c'est un éléphant, mais si on commence à lui mettre beaucoup d'éléphants roses, il y a de fortes chances que le jour où vous mettez un cochon, il vous dit ça, c'est un éléphant. Ça s'appelle un biais. Donc il va faire vraiment attention sur le type de data qu'on va mettre dans la machine. Désolé. Je crois que c'est moi. Donc ces images, on va le fournir dans un... Donc ça on évite, hein, on évite tous ces datas qui ne sont pas parfaites ou qui sont trop exceptionnelles. Ça tombe bien, nous les humains, on aime l'exception. Donc on va laisser à la machine la partie, on va dire, nominale de notre vie, ce qui est statistiquement correct, là, puis tout le reste, nous on va se le garder. Moi l'éléphant rose, ça me plaît. Donc les images, on va les faire passer dans un algorithme, ce qu'on appelle un algorithme d'apprentissage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet algorithme, mais ça permet de renforcer un réseau de neurones en passant sur l'erreur. C'est-à-dire qu'un humain va dire c'est un éléphant, la machine va dire c'est une cuillère, on va mesurer la distance d'erreur entre les deux photos et on va repropager l'erreur de façon à reparamétrer la machine de façon qu'elle puisse toujours détecter les éléphants. Et ensuite, je lui donne des photos. Et là, il va nous détecter qu'il y a un chien, un vélo, une voiture. J'ai fait 3 programmes, un qui permet de détecter les chiens, un qui permet de détecter les voitures, ou un qui permet de détecter un vélo. Alors c'est très sophistiqué parce que vous voyez, par exemple, le vélo, il est masqué par le chien et le système est quand même capable de reconnaître un vélo. Il y a ne serait-ce que 5 ans, on ne pouvait pas imaginer arriver à ce niveau-là. Hein. Là, c'est un hommage à la Chine. Alors un hommage à la Chine, c'est une façon de parler, hein, c'est de dire qu'en Chine, ils ont décidé qu'on pouvait repérer n'importe qui dans la rue, et puis on va lui mettre une note sociale. C'est-à-dire une note entre 1 et 5. Si vous allez en vélo au boulot, vous avez votre note qui grimpe. Si vous y allez en voiture, votre note baisse. Et puis, à un moment donné, vous passez à côté d'un passage piéton. C'est repéré de manière automatique. C'est le sport national en France, mais, sauf quand on a des enfants. Mais vous voyez, le passage piéton, c'est pas toujours... Mais là-bas, si vous ne faites pas le passage piéton, hop, automatiquement, vous êtes verbalisé. Et automatiquement, vous êtes noté. Bon, ça, c'est pas le type de modèle que j'ai envie pour notre société d'aujourd'hui. Ici, je vais vous montrer une petite vidéo qui est une technologie qui s'appelle YOLO. Alors, on pouvait même la voir, elle est présentée par Neovision là, comme atelier. Là. Donc, Neovision qui permet d'analyser la bande-annonce de James Bond en temps réel. Ce que vous avez là, c'est pas travaillé pendant 5 heures, c'est en temps réel. Alors, on va pas regarder toute la vidéo, j'ai peu de temps, hein. Mais vous pouvez la regarder sur Internet, et surtout vous pouvez le tester avec Neovision. C'est une technologie qui est open source, vous pouvez donc la tester et voir s'il détecte bien votre cravate ou la chaise qui est à côté. Ici, vous avez une démonstration où on peut analyser quelqu'un qui a eu un accident en temps réel, et le système va automatiquement appeler les secours. Quand vous rentrez dans un aéroport aujourd'hui, vous arrivez avec votre valise, quasiment sur tous les aéroports européens, vous êtes associé à votre valise. C'est-à-dire qu'on va vous suivre partout où vous allez avec votre valise. Si vous laissez votre valise et puis vous partez de 30 ou 40 mètres, ils vont très rapidement venir vous voir en disant qu'est-ce que c'est que cette valise abandonnée. C'est bien pour éviter évidemment, en termes de sécurité, des problèmes. SenseTime, petite start-up chinoise en pointe sur la reconnaissance faciale puisqu'ils sont capables de reconnaître une personne en moins d'une milliseconde. C'est un record. Et là, ce sont des startups qui sont très très financées par le gouvernement chinois, vous imaginez bien. Alors nous, on commence à connaître les techniques, on a vu que ça marchait sur les images, ça marche pour la vidéo, ça marche pour le son, ça marche pour le texte, ça marche pour les situations, pour les comportements. On peut tout faire apprendre à une machine. Mais encore une fois, il faut de la data. Il faut que la data soit normalisée par l'homme. Je vais vous montrer le le moteur de recherche le plus puissant du monde, en tout cas disponible gratuitement. Il s'appelle Google. Vous connaissez Google ? Alors j'ai fait une petite requête, le surf. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi je mets le surf ? Parce que je m'appelle le surf.
Et vous voyez, il y a des animaux, ils sont jolis. Hein, bon, voilà. Donc maintenant, je voudrais me reconnaître sur Internet. Donc je vais mettre Vincent. Et là, ce que vous remarquez, c'est que j'ai des animaux qui sont en concurrence avec moi. Alors, celui-là, il s'appelle vraiment Vincent. C'est Vincent, doyen des cerfs. Il s'appelle vraiment Vincent. Et j'ai appris que celui-là aussi. Il y en a qui mettent des noms à leurs cerfs. Voilà. Donc pour être en concurrence avec eux, moi j'ai pas envie d'être en concurrence. Et j'aimerais bien que cette photo-là, elle passe avant les autres. Donc je dis à Google, quand je tape le cerf Vincent, c'est ça qui m'intéresse. À chaque fois que vous cliquez sur Google, à chaque fois, vous êtes en train de lui apprendre une intelligence artificielle. On est encore chez Google là. Il me dit, t'es sûr que c'est cette photo-là que tu veux? Tu veux pas ces photos-là? Il me fait des propositions. Hein. Il me dit, t'es sûr que c'est cette photo-là? Parce que lui, il a besoin d'avoir une certitude. Donc je vais cliquer. Bon là, c'était juste pour le fun. J'en profite parce que ici, l'adresse IP est différente de chez moi. Donc il croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait cette connexion. Ça permet de faire grimper mon référencement. Hein. C'est gratuit. Alors ici, on va faire l'inverse. Cette fois-ci, au lieu de faire le texte vers l'image, je vais lui donner une image. Alors attendez, on va mettre une image, sympa. On va tirer la Maïf. On va voir si la Maïf fait bien son référencement. Il y en a qui commencent à dire, ok, je lance. Donc là, c'est chargé chez Google. Donc j'envoie vraiment l'image. Il analyse l'image et il trouve Maïf. Ça tombe bien. Donc il n'y a aucun problème, ça a bien été référencé correctement. On va essayer de voir autre chose. Par exemple, je vais lui charger une image de photo de chat, un chat gris. Alors, il y a peut-être ici dans la salle des experts de ce type de chat. C'est des chats qui sont... Google, dis-nous. Lui, il trouve chat bleu. Donc c'est un type de chat peut-être. Donc quand on clique dessus, on voit tous ses copains qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. La meilleure façon de faire pour avoir des dossiers avec des belles photos. Vous avez une photo qui ne vous plaît pas, vous la chargez dans Google et il vous trouve automatiquement qui c'est. Vous avez une photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas de problème, vous le chargez dans Google, c'est gratuit. Hein. C'est vous le produit, donc c'est l'intelligence le produit. Vous allez voir, ils font tout ce qu'il faut pour vous récupérer un maximum d'informations. À chaque fois que vous cliquez dans Google, à chaque fois vous êtes en train d'alimenter une intelligence artificielle. Ça va jusqu'à là? Allez, on continue. Hop. Je continue. Qu'est-ce qu'on a? On a les chiffres manuscrits. Vous savez, les codes postaux qu'on avait en 91, ça a commencé en 91, avec des petites cases oranges, puis vous mettiez vos chiffres à l'intérieur, ça existe encore sur les cases. Et donc c'est trié de manière automatique avec un réseau de neurones. À l'époque, c'était un réseau de neurones avec 3 couches. Donc c'est un réseau très très simple, parce qu'aujourd'hui on a des réseaux de neurones à 10, 20, 100, 1000 couches, vous voyez, aucun humain comprend ce qui se passe dedans, mais ça marchait très bien pour faire de la reconnaissance de chiffres. Celui qui a travaillé là-dessus, c'est Yann LeCun. Yann LeCun, il est devenu, il a grimpé, hein, il est devenu professeur au Collège de France, et puis il a été recruté dernièrement par Facebook. C'est le directeur de l'intelligence artificielle chez Facebook. On a la reconnaissance de texte manuscrit, vous connaissez ça? On vous demande à chaque fois 2 mots. Vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi il demande 2 mots? Un seul pourrait suffire. Oui, le premier, c'est pour détecter que vous êtes bien un humain. D'accord? Following, ils l'ont dans leur base de données. Le deuxième, ils l'ont trouvé dans un manuscrit divers et varié, écrit à la main, mais ils ne savent pas reconnaître ce que c'est. Donc ils vous le demandent. Ils vous le demandent, et puis ils le demandent à 200 000 personnes. Ce qui fait que même si vous vous trompez un petit peu, parce qu'il y en a quelques-uns qui se trompent, vous êtes déjà très motivé pour entrer sur le site. Donc vous allez faire apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître l'écriture manuscrite. Le mec qui a inventé ça, il a fait un autre logiciel qui s'appelle Duolingo. Il y en a qui connaissent Duolingo? Ouais, Duolingo, c'est un logiciel pour apprendre les langues. Alors ça commence, hello, bonjour. Bonjour, hello, très bien, c'est juste des mots. Puis au fur et à mesure que vous avancez, vous avez un niveau, hein, il vous évalue. Il va avoir des expressions, puis des phrases, et puis ça va devenir de plus en plus sophistiqué, de plus en plus compliqué. Vous allez apprendre de plus en plus de domaines dans la linguistique. Puis à un moment donné, quand vous êtes bon, donc il a estimé que vous étiez bon, il vous propose une phrase méga simple à traduire. Il sait que vous avez le niveau pour traduire cette phrase. Sauf que eux, ils ne connaissent pas cette phrase. Et ils vont utiliser le fait que vous êtes très bon, on va encore le demander à 200 000 personnes, de façon à avoir la traduction parfaite. D'ici 2025, ils auront toutes les phrases du monde, de moins de 3 phrases, de moins de 3 lignes, dans leur base de données. La traduction, c'est plié. C'est terminé, on n'a pas besoin d'aller chercher, et ils vont le faire dans toutes les langues. C'est le top. ReCAPTCHA, à chaque fois que vous allez sur un site web, pensez-y, vous êtes en train d'alimenter une intelligence artificielle. Reconnaissance des plaques d'immatriculation, reconnaissance de tumeurs dans les radios, reconnaissance de dessins. Allez, je vous montre le compagnon du futur pour pouvoir dessiner à ma place. Non, pas dessiner à ma place, parce que j'ai vraiment envie de dessiner, moi. Mais tenez que je dessine très mal, voilà comment ça se passe. Autodraw, développé par Google. Je vous dis, vous dites Google tout le temps, ça marche. Alors, écoutez, on va faire une tour Eiffel.
Vous voyez, ça c'est une tour Eiffel. Elle est jolie ma tour Eiffel. Hein. Et hop. Super simple. Hein. Je suis pas bon au dessin, hein, surtout avec la souris. Je suis pas très. Et je vais vous faire un petit chat. Alors le petit chat, plus difficile. Donc je commence par un cercle. Il me fait des propositions en haut. Ensuite, je lui mets petites oreilles. Là, c'est un chat. Hein. Donc là, il me fait des propositions. Vous voyez, ça commence à se... on va lui mettre des petites moustaches. Hop. Et là, vous avez le chat qui est proposé. Le concept de chat est associé au cas où on voudrait faire un autre dessin. Alors c'est vrai qu'on va tous dessiner pareil. Un peu de normalisation. Mais entre avoir un dessin à peu près correct et mes griffouillis que faites à la souris, honnêtement, moi, il n'y a pas photo. J'utilise un assistant, un compagnon qui m'accompagnera le reste de ma vie peut-être pour dessiner. Et en plus, on peut enrichir la base là-haut. Tiens, une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dessiner ici? Des propositions? Un dolmen, c'est pas dans leur base de données. C'est là le problème, ce n'est pas dans leur base de données. Bon, en réalité, moi, ce que je voulais dessiner, c'était une voiture. Mais vous remarquez que l'IA est quand même plus forte que vous, parce qu'il a bien détecté que c'était une voiture que je dessinais. Mais non. Alors par contre, si vous voulez vraiment dessiner un dolmen, il n'y a pas de problème, vous pouvez enrichir la base. C'est encore la même chose, c'est vous qui enrichissez la base, et le système continue à apprendre, à reconnaître de plus en plus de figures au cours du temps. Bon, bref, tout ça, c'est plutôt positif, moi, je trouve. En plus, un filtre anti-spam. Bon, je ne pose pas la question qui a reçu une pub sur le Viagra ces derniers temps. Vous n'en avez pas reçu, parce que ou alors il faut vraiment changer de lecteur de mail. Il y a des systèmes super puissants en intelligence artificielle qui permettent de reconnaître les spams. Et puis on a des fameuses recommandations Amazon, Netflix. Alors je pourrais faire une démo, bon j'ai pas le temps, mais je pourrais en faire une, vous montrer mon compte Amazon. Mais un compte Amazon, c'est comme un téléphone portable, hein. Ça se prête pas. Ça se prête pas parce que le moteur de recommandation est inspiré de tout ce que j'ai acheté avant. Donc il suffit de regarder ce que le moteur propose et vous savez beaucoup de choses sur moi. Évidemment, je n'ai pas envie de le montrer. Hein. Alors ça, c'était l'apprentissage automatisé. Il y a des algos, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, de plus en plus on fait des apprentissages par compétition, où il va y avoir des choses comme ça, où les IA, de manière collective, vont pouvoir aussi contribuer. On va mettre plusieurs IA pour la voiture autonome. On vous rappelle ces statistiques. Hein. C'est probablement un sens interdit. Vous ne le sentez pas, ça. Vous ne sentez pas que vous avez envie de monter dans une voiture qui probablement c'est dans le sens interdit. Alors ils ont eu plusieurs idées, on va mettre plusieurs capteurs, des lidars, de la vidéo, du son, tout ce qu'on va mettre dans une voiture autonome. Puis on va mettre les IA un peu en compétition, ils vont voter. Et puis probablement, fortement, très très probable, c'est un sens interdit. Et à partir de là, il déclenchera une règle. Bon, bah, on ne franchit pas un sens interdit. C'est un peu le but du jeu. En tout cas, toutes ces IA, elles ont comme caractéristique, elles sont non explicables. C'est du réseau de neurones. On exécute, ça marche. L'expertise numérisée, cette fois-ci, là, c'est plutôt de l'IA symbolique. C'est pour ceux qui connaissent les anciens systèmes experts, sauf qu'aujourd'hui, ils sont devenus très 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 bons et avec des capacités un peu hors normes. Donc on fait des règles si alors, si quelque chose, alors je fais ça. Et à partir de données très structurées et très typées, donc là on ne prend pas n'importe quelle donnée, les données sont construites et bien organisées, et ben on va pouvoir générer ce type de texte. Vous voyez, ce texte a été généré par une machine. Donc Nadal a mis Wawrinka au tapis. Pour ceux qui ne connaissent rien au tennis, Nadal c'est un Espagnol, Wawrinka c'est un Suisse. Il n'y a que ça à connaître. Hein. Ne commettant aucune faute, Rafael Nadal a facilement remporté le tournoi de Roland-Garros en triomphant de Stade Wawrinka. Le faible pourcentage de première balle du joueur suisse a largement contribué à sa défaite lors du premier set en 45 minutes de jeu. Posez-vous la question, est-ce qu'un lycéen niveau bac est capable de générer ce texte-là? Je continue. Encore moins performant dans ses premières balles, lors de la deuxième manche, le Suisse s'est fait logiquement breaker et a concédé le deuxième set. C'est notamment grâce à ses qualités physiques exceptionnelles que le joueur espagnol a su imposer son leadership. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a des références croisées sur plusieurs phrases, il n'y a que des synonymes, le top. En tout cas, moi, quand j'ai récupéré à Bac plus 5 mes étudiants en informatique, c'est pas ce niveau-là. Alors on va me dire, ok, il a fait du copier-coller, ou il a fait des phrases qui sont toutes faites. Non, je vais vous faire une petite démo justement. Et le texte que je viens de vous lire, ici, hop, sois sympa. Et vous êtes nombreux sur le réseau là. Hein. Bon. Non. Non. Non, bah non.
Est-ce que j'ai le temps? J'ai pas beaucoup de temps. Je ferai une démo après. Ah bah si, voilà, vous avez le texte que je viens de vous lire. Alors un petit peu différent, vous voyez qu'ici il a mis le roi de la terre battue au lieu de Nadal, parce qu'il avait du temps. Et ici on voit par exemple, on va prendre cette petite phrase là. Le faible pourcentage de première balle de Wawrinka a largement contribué à sa défaite lors du premier set en 45 minutes. Première balle, excusez-moi. Donc je vais mettre maintenant 11. En s'appuyant quasiment uniquement sur son second service, avec seulement 11% de première balle, le Suisse n'est pas parvenu à vaincre Nadal lors de sa première manche. Et puis si on lui met autre chose, désavantagé par un très faible pourcentage, etc., etc., il est capable de faire plus d'1 million de textes. Vous pouvez en générer autant que vous voulez. Et si je lui mets un petit score à 80, malgré le très bon pourcentage de premier service de Wawrinka, cela n'a pas suffi pour lui permettre de remporter la première manche. C'est de la génération, c'est automatique, ça peut être généré en espagnol, en anglais, etc. Ce n'est pas de la traduction, il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe. Je dis quasiment parce que j'en ai repéré une quand même. Les programmes ne sont pas tout à fait parfaits. Et ici, évidemment, vous avez 3 variables. Dans la réalité, il y a 50 variables sur le site de Roland-Garros. La vitesse de la balle, est-ce que le joueur a été fatigué la dernière fois, bref, toute l'information est stockée, fournie par les journalistes ou par des capteurs, et le système est capable de décrire le commentaire de tennis. Capable de vous décrire le commentaire de tennis de ce match et de tous les matchs, évidemment, qui existent. Donc on va se dire, journalistes sportifs, c'est mal barré pour eux? Bah, pas du tout. Nous, ce qu'on veut quand on lit un article de sport, on a envie d'innovation. On veut que le journaliste nous dise « Ah, mais ça me rappelle ce type de match, etc. Là, j'ai ressenti quelque chose, etc. » Là, oui, ça, c'est de l'humain. Si vous faites des programmes qui font plutôt des articles qui sont du copier-coller des articles précédents, ok, la machine vous remplacera. Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est routine, la machine, un jour ou l'autre, d'ici 2050, vous remplaceront. Par contre, si vous faites preuve d'imagination, de créativité, de penser autrement, aucun problème, vous avez du boulot à vie et de l'activité à vie. Plutôt de bonnes nouvelles. Alors ici, on va avoir les expertises numérisées. Le système est capable de générer des commentaires, résumer des situations, diagnostiquer, parce qu'on peut aussi l'appliquer dans le domaine de la santé par exemple, ou faire de la recommandation argumentée pour aider à la décision. 183 articles l'année dernière dans le Washington Post ont été écrits par des intelligences artificielles. Aujourd'hui, il y a un article par mois qui est publié dans le New York Times, qui est écrit aussi par une intelligence artificielle. On pense que 15 à 20% des textes qui seront sur Internet l'année prochaine, en 2019, seront générés par des ordinateurs. Pas seulement des IA, mais seront générés par des ordinateurs. Donc on va être confronté à la création de textes. Ça va changer beaucoup de métiers, ça. Mais aussi intéressant derrière ça, c'est qu'on peut faire des diagnostics, on peut générer de la connaissance comme du texte, et évidemment, l'intérêt par rapport à l'autre, c'est que c'est explicable, et on peut revenir en arrière et lui demander « Explique-moi comment tu es arrivé à ce résultat-là ». Le système est capable de l'expliquer. L'IA n'utilise pas tout le monde les mêmes types de données, en quantité et en qualité. Par exemple, ici, il y a très peu de données nécessaires, comparé à ici, et la qualité des données, ici, doivent être exceptionnellement bonne, puisqu'on va partir de données structurées. Ici, il faut qu'elles soient bonnes, mais pas dans la même proportion de qualité. Quelles sont les limites de l'IA? Tout simplement, l'IA, elle ne comprend rien, mais strictement rien à ce qu'elle fait. C'est du logiciel, une suite d'instructions les unes après les autres. Donc il n'y a pas de magie, aucun sens commun. Voilà le type de corrélation qu'une IA est capable de faire. La hausse des dépenses spatiales augmente les suicides. Vous avez le droit de rire, hein, c'est ridicule. Les suicides augmentent, parce que ça marche dans l'autre sens, c'est une corrélation. Hein. Donc les suicides augmentent les dépenses spatiales. Ils ont travaillé sur beaucoup de chiffres pour arriver à ça. Ça, c'est la vérité d'une IA. Donc il va falloir que nous, les humains, on les contrôle, ces IA. Pas question qu'on laisse ce type d'IA inventer le monde du futur avec des choses aussi fausses. Là, elle nous a sorti un autre truc. L'hôpital est le lieu le plus dangereux du monde. C'est du Coluche. C'est du Coluche, sauf que l'IA n'a pas du tout donc conscience qu'elle fait de l'humour là. Elle a comptabilisé, elle n'a pas vu qu'il y avait plein de gens qui rentraient à l'hôpital et qui ressortaient vivants. Non, elle a comptabilisé juste le nombre de morts. C'est un peu gênant. Elle comprend rien, vraiment rien. La machine, ça fait maintenant 50 ans qu'on essaye de lui donner une mémoire. On lui apprend à jouer au Go. On se dit, tiens, on va peut-être pouvoir l'utiliser pour jouer à StarCraft ou jouer à autre chose, quoi. Non, il faut tout reprendre à zéro. Chaque IA qui se trouve sur cette planète aujourd'hui sont des logiciels ultra spécialisés. Ils font qu'une seule chose, le font peut-être plus ou moins bien, de manière nominale, on n'est pas capable de gérer les exceptions, sauf si on les a programmés pour trouver les exceptions. Mais par contre, on ne peut pas réutiliser ce qu'elles font.
C'est-à-dire, alors on essaye, il y a des gens qui, depuis qu'on met beaucoup d'argent dans l'IA, Alibaba a quand même mis pour 2018 16 milliards dans l'IA, je ne sais pas où ils l'ont mis, mais ils l'ont mis 16 milliards dans l'IA. Je ne donne pas les prix du gouvernement français parce que ça va devenir ridicule. Mais vous voyez, il y a des gros investissements dans l'IA. On essaie de trouver ce problème-là. Ça fait 40 ans qu'on essaye de voir ces algorithmes hyper spécialisés dans lesquels je vais pouvoir récupérer l'information. Si un enfant empile des cubes, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre les livres qu'il empilera dans le futur, les choses les assiettes qu'il va empiler dans le futur. Il est capable de généraliser. Une IA, non. Elle a appris pour empiler des cubes, et il faudra lui réapprendre à empiler les assiettes. C'est caricatural, mais pas si loin que ça. Facile à piéger. Bon là, c'est trop simple. Comment piéger une voiture autonome? Oui, la voiture est là, elle se méfie pas. Oh, des pointillés, je passe, et je reste bloqué dedans. Bah oui, on ne franchit pas une ligne blanche. C'est la règle. C'est la règle. Incapable de sortir de son cercle, la voiture. C'est un peu catastrophique comme truc. Moi, j'attends ça avec impatience, les voitures autonomes. Le camion autonome d'Elon Musk là, qui arrive, gros camion, superbe, etc. Plus besoin de chauffeur. Moi, j'attends qu'il vienne dans les campagnes. Je me mets devant, il s'arrête, puis je me sers. Il n'y a personne pour je deviens pirate de la route. Non mais sérieux, je veux dire, ça va être un métier d'avenir, ça. Bon, peut-être pas le dire à tout le monde, ça. Non mais, là, évidemment, on va s'amuser, ça va être... c'est tellement simple, une machine. Ça comprend rien. Vous le savez déjà avec vos téléphones portables. Plein de choses qu'elles ne comprennent pas. Bon, comment faire sortir la voiture du cercle? Faut la reprogrammer. Il faut reprogrammer juste le cercle. Si vous faites un carré, il faudra reprogrammer. Si c'est un triangle, encore, il faudra reprogrammer. Non mais vous voyez, on en est toujours à essayer de tout programmer. Alors ceux qui ont une voiture autonome aujourd'hui, moi à leur place, je serais un peu stressé parce qu'il faut qu'ils programment tous les cas possibles. Ce qui est impossible. Et donc, évidemment, là, on s'en mêle. C'est intéressant qu'il y ait des philosophes et des gens qui commencent à se poser des questions, à se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre du contrôle dans tout ça? Est-ce qu'on devrait laisser la machine faire tous ces actes-là qui mettent la vie humaine en jeu? C'est une très bonne question. Désincarné, pas d'émotion, pas de ressenti, pas d'intuition, pas de conscience, pas d'éthique, pas de valeur. Ça, c'est net, c'est clair. Hier, ces algos-là, c'est de l'informatique classique. Aujourd'hui, on vient d'en parler, ça, c'est l'IA d'aujourd'hui. Mais ce qui était l'IA d'hier, c'est ce que j'enseigne en première année d'école d'ingénieur aujourd'hui. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui, ça sera enseigné dans 5 ans en première année d'école d'ingénieur. Un BTS dans 5 ans saura faire de l'IA. C'est le top. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir prendre en charge tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais un BTS, c'est quand même un super niveau, etc. Non. C'est accessible à tous. C'est de l'informatique. Vous n'avez pas besoin d'apprendre beaucoup de choses à faire l'informatique. Vous allez pouvoir prendre des cours, ça se trouve, il y a des MOOC pour ça. Allez-y, mettez-vous-en. Moi, je suis pour. Il y a plein de choses qui vont se faire. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous aurez l'IA pour vous accompagner à apprendre. Ah, le top. Et demain, demain, il y a une convergence technologique. La biotechnologie, la nanotechnologie, la robotique, tout ça, ça va converger pour créer le monde de demain. Tout ça a besoin de data et les data sont là, donc tout va bien. On va pouvoir fusionner tout ça pour faire de la valeur. De la valeur au sens humain des choses. Alors moi, j'aime bien dire que si vous voulez prévoir le futur, et c'est le but du jeu de la soirée, il faut penser que l'intelligence artificielle est à notre époque ce que l'imprimerie est à la Renaissance. L'imprimerie, elle va mettre 400 ans à avoir l'impact qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la création des médias, l'université, l'encyclopédie, qui entre parenthèses s'est fait numériser, l'Internet, etc., etc. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui a été construit à partir de cette imprimerie. L'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. Sauf que ça ne va pas mettre 400 ans, ça va plutôt mettre 4 ans. Ça va aller très, 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 très vite. Donc vous avez bien fait de venir ce soir. C'est le moment top de commencer à changer et à voir les choses. Et après-demain. Alors après-demain, c'est quand on a préparé ici avec la Maïf, qu'est-ce que ça serait 2050? C'est pas évident du tout. D'abord, il y a une idée futuriste qui est portée par Asimov, donc des écrivains des années 60, qui ont permis de faire tous les films qu'il faut là, où il y aurait une conscience artificielle. Une conscience artificielle, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas déjà définir pour l'humain, qui peut me définir ce que c'est la conscience humaine. Et là, on est déjà en train d'imaginer une conscience artificielle. Personne sur cette planète n'est capable d'écrire le premier bout de code de cette conscience artificielle. Ça ne sera pas avec l'informatique d'aujourd'hui qu'on la créera, cette conscience artificielle. Je ne sais pas comment elle sera l'informatique de demain, mais en tout cas, ce n'est pas avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Donc après, à partir du moment qu'on accepte ça, on peut être dans le délire. La machine va être méchante, Terminator, etc., etc. Alors,
On pourrait y passer du temps, j'ai pas le temps qu'il faut. Je vais juste vous lire une phrase, la phrase de Andrew Ng, qui est un des meilleurs chercheurs en intelligence artificielle aujourd'hui sur cette planète, et qui est professeur à Stanford. Et la phrase qu'il dit parle justement de cette IA qui pourrait être anxiogène et catastrophique. Allons-y. Ma préoccupation actuelle n'est pas d'empêcher l'intelligence artificielle de devenir diabolique pour la même raison que je ne m'inquiète pas d'un problème de surpopulation de la planète Mars. Ça pourrait arriver un jour très lointain. Vous vous êtes posé la question, quand la planète Mars sera colonisée entièrement par les humains et qu'il n'y aura plus de place pour eux, ils vont redébarquer sur Terre. C'est le moment de s'y mettre, on va y passer la soirée dessus si vous voulez. C'est le même niveau, la conscience artificielle. Ce n'est pas un sujet qu'il faut aborder tout de suite, il n'y en a pas besoin. Par contre, la machine est déjà assez impressionnante, en termes, vous l'avez vu, de compagnons qui nous permettent de dessiner, qui nous permet d'anticiper les maladies, etc., pour ne pas la négliger. Tous les experts en IA ne parlent que d'IA spécialisée. IA faible, mais spécialisée. Les IA généralistes, personne ne sait comment on va l'écrire ou comment on pourrait l'écrire. Et puis surtout, l'IA généraliste, c'est pas une somme d'IA spécialisée. C'est pas parce que vous mettez tous les programmes les uns côté des autres en randonnion pour essayer de résoudre un problème qu'ils arriveront à avoir une vision générale. C'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, pour terminer, je me suis posé la question, est-ce qu'on est prêt? Alors, j'ai fait une application là. Bon, je pourrais la vendre. 2, 3 euros. 4 peut-être. Quand vous appuyez sur le bouton, ça vous dit ce qu'il faut faire. Vous achetez ou vous achetez pas? Ah, non, personne n'achète. Je vais ressortir plus pauvre que... Bon, bref. Cette application, bouton en bois, alors, ça va dépendre. Il y en a qui disent « Oh non, mais je veux pas ». Alors, je vais vous donner une règle. Vous n'êtes jamais obligé d'écouter ce que vous dit une machine. C'est très, très important de comprendre ça. Vous n'êtes pas obligé d'écouter un GPS quand il vous dit de tourner à droite. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que vous racontent les gens sur les fake news, et vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que fait une machine. Ça, c'est très important. Enseignez-le à vos gamins. Dites-leur d'avoir un esprit critique et leur libre arbitre. Oui, on n'aime pas ce truc-là parce qu'on se dit ça va violer un peu mon libre arbitre. Mais bon, on n'est jamais obligé d'écouter. Donc je télécharge, j'installe, j'appuie sur le bouton, et puis ça me dit ah, écoute Vincent, il lit mon agenda, bien sûr, il est sur Google Agenda. Mon téléphone est sur Android, donc c'est aussi Google. Et puis là, j'utilise Waze, c'est aussi Google. Donc il a toute l'information. Il dit « Ah Vincent, ton rendez-vous est dans 1 heure. J'ai remarqué qu'il y a un copain là qui est sur le bord de la route, en tout cas, qui est dans un bar, qui est sur le chemin. Il est en train de boire une bière tout seul. Tu as 20 minutes pour boire une bière avec lui. T'y vas ou t'y vas pas ?» Vous allez me dire, c'est la science-fiction, ça? Pas du tout. Il existe des applications aujourd'hui. Il faut que le copain libère l'information en disant « Je suis dispo pour boire une bière avec quelqu'un ». Le système est capable de faire un programme, c'est le Waze++, celui qu'on va avoir dans 2-3 ans, qui va nous permettre d'aller boire une bière avec un copain. Et ça, à mon avis, ça c'est humain, c'est ce qu'il faut faire. C'est bon les bières. Je fais pas de pub pour la petite mousse, mais voilà, je l'ai faite. C'est important. Donc ce bouton magique, il nous pose problème, bien sûr, parce qu'on a des approches différentes suivant les générations. Le gamin de 25 ans, lui, bon, la bière, ça l'intéresse, mais si on lui dit qu'il y a une jolie fille qui se trouve sur le bord de la route, il n'y a aucun problème, ça l'intéresse. Et puis à l'âge, quand on est jeune, on a 10 ans, on pose la question, mais j'aimerais bien avoir cette application-là. On pose, mais pourquoi tu veux cette application-là? Parce que quand je vais m'ennuyer, j'appuie sur le bouton et ça me dit ce qu'il faut faire. Le top du top, quoi. Alors vos enfants, vous les ennuyez, c'est super important pour le cerveau. Il faut vraiment ennuyer les gens. C'est comme ça que ça se développe, les neurones. Alors voilà, le bouton magique, il nous pose juste des questions en train de se dire, bon bah il faut évidemment avoir un esprit critique par rapport à cette informatique et ne pas accepter tout ce qui est dit. Le compagnon de demain, il aura des compétences de spécialiste, il va marcher 24 heures sur 24, il va s'adapter à chacun d'entre nous, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fin de compte, aujourd'hui l'informatique, c'est du prêt-à-porter, tout le monde a à peu près la même informatique, on a tous le même Word, on a tous la même façon d'aborder cette informatique. Dans quelques années, mais ça commence déjà, on va avoir une informatique qui va s'adapter à chacun d'entre nous, ça sera du sur-mesure. Et puis évidemment, ça va libérer du temps de traitement. Alors il y en a qui me disent, oui mais le mail c'est ce qu'on nous disait. Oui c'est vrai, je me suis acheté un aspirateur automatique. Il est plus lent que moi, il met 3 heures à faire tout l'appartement. D'accord? Mais pendant qu'il fait ça, je ne fais pas le ménage. C'est lui qui le fait à ma place. Le compagnon du futur, il fait le boulot à ma place. Il va payer les impôts à ma place, il va s'occuper de toute la paperasse que je n'ai pas envie de faire, et moi je me concentre que ce qui est important dans la vie. Et évidemment, ce qui est important, c'est la vie. Je vous invite à regarder un film qui s'appelle Heure, un peu déprimant mais quand même intéressant.
Et puis évidemment, les Black Mirror, Real Humans, Circle, Black Mirror, épisode 1, saison 3, on dit saison 3, épisode 1, où on va noter les gens, c'est déjà la Chine. Ce qui est considéré comme l'anticipation aujourd'hui, c'est déjà de la réalité. Voilà, et pour terminer pour cette soirée, le futur, c'est maintenant, c'est pas dans 2050, c'est maintenant, et on va utiliser notre intelligence humaine pour construire nos compagnons artificiels. Et je vous remercie.